Tu penses que la télévision a toujours été là? Pourtant, il y a 100 ans, l'idée de voir des images bouger dans une boîte semblait impossible. Et pourtant, un jour, un inventeur excentrique a réussi à transmettre le visage d'un mannequin à travers les ondes. Entre échecs oubliés, machines étranges et coups de génie, l'histoire de la télévision est bien plus folle qu'on ne l'imagine. Voici comment un simple disque percé est devenu le centre de notre salon. Bien avant que la télévision n'existe, des scientifiques rêvaient déjà de transmettre des images à distance. Tout commence à la fin du 19e siècle. En 1884, un ingénieur allemand nommé Paul Nipkow imagine un système capable de scanner une image, ligne par ligne, à l'aide d'un disque percé de trous. C'est le disque de Nipkow, la toute première base du concept de télévision. Mais à cette époque, il n'existe aucune technologie pour transmettre ou afficher une image animée. L'électricité en est encore à ses débuts. La radio n'existe même pas encore. Ce n'est qu'au début des années 1900 que des ingénieurs, comme Boris Rosing en Russie, commencent à combiner des tubes cathodiques et des signaux électriques pour tenter de reproduire une image à distance. C'est le tout début d'une course à l'image. Une idée qui paraissait folle à l'époque, mais qui allait bientôt devenir réelle. Dans les années 1920, ce qui n'était qu'un rêve commence enfin à devenir concret. En 1925, John Logibert, un inventeur écossais, réussit un exploit historique. Il parvient à transmettre une image animée d'un visage, celui d'un mannequin nommé Stooky Bill. Pourquoi un mannequin? Parce que les caméras de l'époque n'étaient pas assez sensibles pour capter un vrai visage humain. Le mannequin, lui, restait parfaitement immobile, sous une lumière intense. Petit détail amusant. Pour améliorer le contraste, Baer plaçait parfois le mannequin dans un aquarium vide, éclairé par une ampoule très puissante. Les caméras étaient tellement sensibles à la chaleur qu'il arrivait que le mannequin prenne feu pendant les tests. Une invention prometteuse, mais pas sans risque pour le pauvre mannequin. L'année suivante, en 1926, Baer réalise la première démonstration publique de télévision à Londres. Devant des scientifiques médusés, l'image est floue, en noir et blanc, et ne dépasse pas 12 images par seconde. Mais c'est une révolution. Pendant ce temps, aux États-Unis, un autre pionnier travaille dans l'ombre. Philo Farnsworth, un jeune autodidacte de 20 ans, conçoit un système totalement différent. Électronique, sans pièces mécaniques. En 1927, il réussit lui aussi à transmettre une image à distance. Mais cette fois via un tube cathodique. Une technologie qui allait devenir la base des téléviseurs pendant plus de 70 ans. Deux hommes, deux visions, mais un même objectif. Donner vie à une image dans une boîte. Dans les années 1930, la télévision quitte peu à peu les laboratoires pour entrer dans la vie réelle. En 1935, en Allemagne, les autorités lancent les premières diffusions télévisées régulières de l'histoire, principalement à des fins politiques. Et en 1936, à l'occasion des Jeux Olympiques de Berlin, la télévision est utilisée pour retransmettre en direct certaines épreuves dans plusieurs lieux publics. Une première mondiale. Les programmes sont encore limités, démonstrations musicales, discours filmés, marionnettes ou simples lectures de nouvelles. L'image est floue, le son irrégulier, mais le public est fasciné par cette technologie naissante. À cette époque, un poste télévisé est un trésor. Les voisins se rassemblent dans le seul foyer équipé du quartier. On coupe la lumière, on s'installe devant l'écran et on regarde émerveillé, même s'il ne s'agit que d'un concert ou d'un bulletin météo. Mais le contexte mondial freine brutalement ces avancées. Les priorités changent, les ressources sont redirigées, et dans plusieurs pays, la production de téléviseurs est stoppée. Certaines chaînes cessent complètement leurs activités, tandis que d'autres, pour des raisons stratégiques ou propagandistes, maintiennent une diffusion minimale. La technologie est jugée utile, mais pas prioritaire. En 1939, RCA profite de l'Exposition universelle de New York pour présenter la télévision au grand public. C'est un moment clé, des images sont retransmises en direct depuis le pavillon RCA, incluant un discours du président Roosevelt, un événement historique, puisqu'il devient le premier chef d'État visible à la télévision. Mais cette avancée est de courte durée, les événements mondiaux ralentissent de nouveau la recherche jusqu'en 1945. En 1946, RCA lance aux États-Unis le premier téléviseur réellement destiné au grand public. Un petit écran en noir et blanc, mais une révolution. À l'époque, un poste coûte l'équivalent de 3 à 6 mois de salaire moyen. C'est un objet de luxe, mais les familles économisent pour l'avoir. La télévision passe d'un objet de luxe à un rêve accessible. Elle est sur le point de transformer à jamais notre quotidien. Dans les années 1950, la télévision entre dans son âge d'or. Les progrès techniques s'accélèrent. Les écrans deviennent plus grands, plus nets, plus accessibles. Et surtout, la télévision en couleur fait ses premiers pas. Aux États-Unis, les premiers programmes en couleur apparaissent dès 1954, même si la plupart des foyers restent encore équipés d'écrans noirs et blancs. En Europe, la télé couleur se démocratisera plus tard, dans les années 60. La France, par exemple, adopte la couleur en 1967 avec le standard SECAM, alors que l'Allemagne préfère le pâle. Résultat ?
Chaque pays voit les images colorées à sa manière. Le Japon, lui, propose déjà des émissions en couleur dès 1960, notamment pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964. Fait étonnant. Pour attirer les foules, certains magasins d'électroménager diffusaient en vitrine des vidéos de fruits tropicaux, de paysages exotiques ou de feux d'artifice en couleur. Résultat, les passants restaient parfois plantés là des heures, fascinés par les images qu'ils voyaient, pour la toute première fois en couleur. En URSS, certaines familles allaient jusqu'à coller des filtres plastiques colorés sur leurs écrans noirs et blancs pour simuler la couleur. Une illusion visuelle certes grossière, mais bien plus abordable que de changer de poste. Mais qu'importe. Dès cette époque, la télévision devient l'objet central du salon familial. Les années 60 et 70 voient naître des émissions devenues cultes, les Shadocks en France, The Twilight Zone aux États-Unis, ou encore les premiers jeux télé comme Interville. La télé ne se contente plus d'informer, elle divertit, elle fait rire, elle rassemble. La télévision bouleverse aussi les habitudes. On dîne désormais en fonction des programmes, les enfants ont leurs rendez-vous animés, et le salon devient un mini-cinéma domestique. C'est la naissance du fameux prime time. Les émissions se multiplient, les feuilletons apparaissent, et les premiers talk-shows créent un lien inédit entre les animateurs et le public. La publicité trouve elle aussi un nouveau terrain d'expression, et les entreprises comprennent vite que la télévision est le média de masse par excellence. C'est aussi à cette période qu'apparaissent les premières émissions cultes, les stars du petit écran, et les habitudes que l'on connaît encore aujourd'hui. Le journal télévisé du soir, les séries quotidiennes, les programmes jeunesse le mercredi. En moins de 30 ans, la télévision est passée d'une curiosité technique à un élément incontournable de la vie quotidienne. À partir des années 1980, la télévision entre dans une nouvelle phase de transformation. La révolution numérique. Les signaux analogiques, utilisés depuis les débuts, commencent progressivement à être remplacés par des signaux numériques. Résultat, une image plus nette, plus stable et surtout, une diffusion plus efficace. Dans les années 90, la télévision devient un terrain d'innovation. Les box numériques apparaissent, les chaînes par satellite et par câble explosent. Les téléspectateurs ont désormais accès à des centaines de chaînes, pour tous les goûts, sport, cinéma, info, musique, jeunesse. C'est la fin de la télé pour tout le monde et le début de la télé à la carte. Et les téléviseurs eux-mêmes changent, des postes massifs à tubes cathodiques, on passe aux écrans plats, puis ultra fins. Plasma, LCD, LED. Chaque foyer se modernise. La télé devient un objet de design, accroché au mur comme un tableau. Regarder la télé ne signifie plus la même chose, on n'attend plus patiemment l'horaire d'un programme. On l'enregistre, on le retrouve en replay, ou on enchaîne plusieurs épisodes d'un seul coup grâce aux box et services intégrés. Avant, on regardait ce qui passait. Désormais, on regarde ce qu'on veut. Dans les années 2000, une nouvelle révolution s'impose. Internet, YouTube, Netflix, les plateformes de streaming. Ce n'est plus la télévision qui dicte le rythme, c'est l'utilisateur. Le smartphone, la tablette, l'ordinateur deviennent eux aussi des écrans. Et surtout, ce sont des écrans personnels. Chacun regarde ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. En 2010, 9 foyers sur 10 avaient encore un téléviseur. Mais en 2020, le temps passé devant chute drastiquement, surtout chez les jeunes. La télé reste là, mais elle n'est plus au centre. L'appareil emblématique du salon est devenu une application. La télévision n'est plus une boîte qu'on allume. C'est un bouton sur une interface. Et parfois, une simple habitude que l'on abandonne. En un siècle, la télévision est passée d'un simple disque tournant dans un labo à un écran 4K accroché au mur. Elle a transformé la politique, la culture, le divertissement, nos soirées et nos habitudes. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée du streaming, du mobile et des réseaux sociaux, une question se pose. La télévision a-t-elle encore un avenir? Et toi, tu la regardes encore ou tu l'as complètement remplacée par YouTube et Netflix? Si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt!